relever le débat. Budget, et ça va nous faire avancer. Patrick, vous avez la parole, chers collègues. Je reviendrai à B50, je ne vous oublie pas, j'entends la voix de la présidente du groupe parlementaire. Patrick, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. À l'entame de mon intervention, il est de bonne loi de saluer, de féliciter le gouvernement d'avoir déposé le projet de loi de finances 2025 dans les termes légaux. Beaucoup n'arrivent pas à le faire. Puisqu'on a déjà beaucoup parlé sur le sujet, j'entre directement dans le fond. La RDC, honorable président, est un pays en guerre. Tout le monde le sait. Dès son arrivée au pouvoir, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé la nation congolaise à plus d'audace. Donc le gouvernement, toute la société devrait sortir des sentiers battus pour avoir d'autres résultats que ceux qu'on a toujours. À ce sujet, si nous restons avec la forme de loi de finances que nous avons, spécialement du budget, où l'essentiel des dépenses consiste à acheter des rideaux, des moquettes, des matériels et équipements, on pourra faire 1000 ans avec le même budget. La politique budgétaire n'aura aucune incidence sur l'économie nationale. On doit donc changer la façon d'affecter les ressources. En tant que pays en guerre, il en va de soi que nous devrions mettre beaucoup de moyens sur la défense et la sécurité. Et lorsque nous lisons ces budgets, c'est vrai, la défense, la sécurité, la justice, lorsque vous les combinez, c'est plus ou moins 14% du budget. Quand vous prenez l'enseignement de manière générale, on est quand même à 30% et l'économie à 25%. Mais quand on entre, on détaille les secteurs, nous prenons la formation, par exemple, honorable le président, vous en tant qu'économiste, vous connaissez la valeur du capital humain. L'homme congolais, c'est la variable centrale de la transformation de notre pays. Et donc cet homme doit bénéficier de la santé, de l'éducation, de la formation nécessaire, de la sensibilisation nécessaire pour que les mentalités qui nous entraînent vers le bas changent afin que nous puissions changer. Avec les mêmes mentalités, on sait qu'on ne changera pas. Et le gouvernement a ce rôle, notamment d'être les leaders dans la transformation des mentalités, en étant à la fois exemple et en étant dans la formation. Nous prenons le budget de l'éducation de manière générale. C'est 6035 milliards, 6025 milliards. Dans ce budget, des rubriques vagues comme autres dépenses du secteur, c'est 5331 milliards. Mais quand vous prenez l'enseignement supérieur dont a parlé mon précieux prédécesseur tout à l'heure, on est à 552 milliards. Honorable le président, vous l'aviez dit, c'est en 2015 que j'étais mécanisé comme professeur associé. En ce moment-là, j'avais plus d'argent que ce qu'on donne aux professeurs émérites d'aujourd'hui. Donc c'est très grave, la situation du professeur s'est détériorée à plus de 50% en 5 ans. Et ce sont ces profs qui doivent former la génération qui doit développer le Congo d'aujourd'hui et d'avenir. Je suis également d'accord sur le plan de la croissance économique qu'un pays comme la RDC, avec son potentiel encore vierge, ne devrait pas se contenter d'un taux de croissance de moins de 10%. Mais pourquoi on est à moins de 10%, honorable président? C'est parce que les instruments qui devraient accompagner la croissance économique, notamment la politique agricole, la politique industrielle, la politique de l'océan bleu, d'innovation, tous ces instruments qu'on a commencé à élaborer, mais c'est limite au moment de leur élaboration et de publication des documents. On peut se poser la question aujourd'hui, mais nous avons les plans directeurs d'industrialisation, à quoi ça sert? Je n'ai pas vu
d'intrants nécessaires pour relancer la République démocratique du Congo, qui était quand même un pays en voie d'industrialisation en 1960. Aujourd'hui, on a tué beaucoup plus d'industries qu'on en a créé. Si on prend la politique agricole, il y a des collègues qui ont évoqué la question. Le protocole de Maputo voudrait bien que le budget national accorde un nombre de 10% à ce secteur. Dans ce budget, on a prévu tout autour de 6,7%. Mais ça, c'est encore en prévision. Mais lorsque nous avons fait l'exercice de voir l'exécution de crédits alloués à la politique agricole, mais c'est scandaleux. C'est un secteur en souffrance et ça corrobore avec l'état piteux de notre milieu rural. Parce que lorsqu'on parcourt, je félicite le ministre du Développement rural qui venait de faire un tour à travers les zones les plus reculées. Il est monté dans tous les moyens de transport qu'utilise la population. Félicitations à lui. Je pense qu'après avoir vu cela, l'agriculture, le développement rural, honorable président, comme vous le savez, la RDC va se développer à travers le monde rural ou la RDC ne va pas se développer. On doit financer, on est ici 145 territoires. La plupart des députés viennent du monde rural. Mais à part le programme de développement local de 145 territoires, qui est un programme salutaire, grâce au génie du chef de l'État, on est en train de noter que la mise en œuvre de ce programme auprès notamment de certaines agences d'exécution, notamment les PNUD qui interviennent pour la zone Chopo, Équateur et ainsi de suite, mais ça va de manière très lente. On voudrait, honorable président, que vous puissiez agir, en fait, qu'au niveau de l'ECOFIN, on puisse poser la question là-dessus. Je voudrais également évoquer la question des entreprises du portefeuille, honorable président. Le gouvernement avait, au mois de juillet, voulu que l'on puisse aider ces entreprises quant à leur trésorerie. Donc, des interventions pour alléger la trésorerie, et un des précieux collègues a dit tout à l'heure qu'il faut les outiller pour que la production de ces entreprises puisse être relancée. Mais lorsque je parcours le budget, je cherche même le mot « Société nationale d'électricité », je ne trouve pas. Là où je trouve la régie des eaux, c'est au ministère des Ressources hydrauliques pour des crédits prévus de 300 millions de francs congolais. Ça signifie à peu près 103 000 $. Alors, je me demande, la régie des eaux, avec 103 000 $, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Dans les secteurs du portefeuille, puisque ce sont les crédits des interventions du secteur du portefeuille qui devraient notamment soutenir les entreprises comme la SNEL, la Société congolaise des transports et des ports, la Sokimo qui s'en meurt dans la Grande Orientale là-bas, la cimenterie nationale. Donc, on a prévu combien? 50 millions de $. Or, nous venons d'accompagner le chef de l'État à Kisangani. Avec tous les acteurs, nous avons obtenu du Mineta, le garde des Sceaux, que dans le cadre des fonds d'indemnisation, qu'on puisse avoir 50 millions pour appuyer la SNEL, qui a un plan de 120 millions pour relancer la centrale hydroélectrique de la Tchop. Il faut que le gouvernement intervienne aussi pour environ 50 millions de $. Donc, si on laisse au ministère du portefeuille seulement 50 millions et que ça va à la Tchopo, donc les autres entreprises du portefeuille n'auront rien. Donc, c'est un crédit, ou ce sont des crédits largement insuffisants. Vous noterez avec moi, honorable président, que beaucoup de collègues n'ont pas réagi en ce qui concerne les recettes. Ça signifie que, malgré les difficultés, la mobilisation des recettes se porte bien. Mais vous le savez également, que le taux de pression fiscale que nous avons se situe à plus ou moins à 60% du potentiel de recouvrement. C'est qu'on a encore des efforts à faire là-dessus. Mais pour mobiliser davantage les recettes, on a besoin d'avoir un État opérationnel, on a besoin d'avoir un État connecté. Prenons les routes nationales qui connectent toutes les provinces. Il n'y a aucune route nationale, honorable président, qui est carrossable du PK0 au dernier point kilométrique. Les routes provinciales, c'est la même chose. Et c'est ainsi que j'ai essayé de voir les crédits alloués pour la réhabilitation des voiries. J'ai pris pour 2 villes. Je prends pour Bumba. Il est prévu à Bumba 284 millions de francs congolais. C'est environ 84 000 $. J'ai pris la ville de Kisangani. 482 millions de francs congolais. À peu près 166 000. Alors, sachant tout ce qui peut se faire dans ces villes, je me demande si le budget est élaboré pour être respecté
ou bien nous élaborons les budgets pour la forme et ce qu'on va exécuter, c'est autre chose. Et donc, on va violer les principes. Intervention très intéressante. J'ai vu que vous avez emballé la plénière, là, oublié que vous venez de faire 20 minutes. Merci, honorable, je vais chuter. Donc, je vais chuter en disant, en ce qui concerne les développements global du territoire, inviter le gouvernement à faire quand même une réflexion autour de la retenue à la source prévue dans la Constitution, rappeler dans la loi 11/011 du 31 juillet 2011 relative aux finances publiques, les mécanismes étant établis, même si l'on ne sait pas laisser aux provinces 40%, mais la quotité qu'elles doivent avoir devrait quand même être connue d'avance. Et la façon de garder les crédits d'investissement des provinces au niveau central contribue à la capture de l'État par Kinshasa, et ce n'est pas une bonne chose. Je termine en disant, ce qui concerne la politique salariale, la disparité des négociations, des accords qu'on signe, notamment Bibois, Mouela Loge, ainsi de suite, qu'on n'arrive pas à appliquer, pose énormément de problèmes. Quels sont dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la santé, on trouve dans le même secteur plusieurs groupes avec différents barèmes de salariaux, et ce n'est pas bien. Nous pensons qu'au niveau de la commission ECOFIN, on va revenir là-dessus. Honorable Président, estimés collègues, je vous remercie. Merci. Merci. Non, je ne me suis pas trompé. Il fallait que vous ayez la parole et vous avez donc captivé l'attention de tout le monde comme vos prédécesseurs, professeurs d'économie. C'est une très bonne chose, mais ce que nous devons retenir et qu'on ne changera jamais, et que le Congo ne démarrera pas tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut commencer à partir de la périphérie, à partir du monde rural, pour monter vers le monde urbain et Kinshasa. Vous parlez des embouteillages, mais c'est le fruit de l'exode rural aussi. Qui va rester au village où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'école, il n'y a pas le centre de santé? Quand nous avons vu le président Dos Santos en 2001 ou 2002, avec la délégation de